Ce programme, c'est un programme qui est en commun avec donc toutes les personnes à terre à Marseille qui vont fabriquer le plan de chargement. Donc eux, ils reçoivent une liste de conteneurs avec des poids, des destinations et des caractéristiques, que ce soit des conteneurs frigorifiques, des conteneurs dangereux ou des cargaisons normales. Et après, ensuite, avec cette liste, ils vont préparer un plan de chargement qui va essayer de respecter nos critères de stabilité. Ils vont l'envoyer à bord, donc au second capitaine moi-même, qui va donc vérifier tous les paramètres et leur donner mon accord ou non. Ce plan représente le navire de l'avant à l'arrière et il est réparti en baies. Donc une baie, en fait, c'est un emplacement de conteneurs 40 pieds. Donc il y a deux types de conteneurs, 20 pieds et 40 pieds, ça détermine leur taille. Donc si je zoome sur l'une de ces dites baies, on va voir qu'on a ici l'avant de la baie et l'arrière de la baie, ce qui veut dire que on va pouvoir mettre un conteneur 20 pieds devant, un conteneur 20 pieds derrière, ou alors, comme c'est représenté avec une croix ici, un conteneur 40 pieds qui prend toute cette baie. Le but de notre planeur, c'est de répartir le chargement pour que le premier port dans lequel on va aller soit chargé sur le dessus. Comme ça, quand on arrive à Dunkerque, on décharge tout Dunkerque. Et en dessous, il y a Rouen, il y a Montoire, il y a Le Havre. Les autres critères qui vont faire que le planeur va charger ses conteneurs, ça va être le poids. Parce que plus on a du poids, plus le navire va être assis sur l'eau, donc va gagner en stabilité. S'il est trop léger, le moindre coup de vent ou paquet de mer va nous faire complètement chavirer. Et en plus du poids, on va avoir des marchandises dangereuses. Donc il y a des classes de marchandises dangereuses, il va y avoir des explosifs, des matières polluantes, des matières radioactives, inflammables. Et toutes ces matières ne vont pas se mélanger. Donc on a un code qui s'appelle le code IMDG, qui va nous dire ne mettez pas telle marchandise inflammable à côté de telle autre marchandise, ou ne mettez pas de conteneur frigorifique près d'un conteneur explosif, parce que forcément le conteneur frigorifique utilise du courant, s'il y a des étincelles, ça peut être dangereux. Ce plan de chargement, on va avoir donc notre navire qu'on va charger avec les poids des marchandises, les efforts qui s'exercent sur la structure. Évidemment, ces efforts ne vont pas toujours être acceptables, donc c'est pour ça qu'on a des ballasts, des grandes capacités d'eau, qu'on va pouvoir remplir plus ou moins à l'avant, à l'arrière et sur les côtés, pour compenser nos efforts et pouvoir faire qu'on va traverser l'océan en toute sécurité. Ici, donc, c'est la partie salle à manger officier. Donc la table qui se situe derrière vous, c'est là où on mange avec le commandant à chaque repas. Ensuite, quand on a des passagers, par contre, ils mangent sur la petite table derrière. Si vous voulez, on va aller faire un petit tour dans la cuisine, voir un peu l'installation. Gilda, nous faisons un petit tour. Ah d'accord. Donc c'est notre chef cuisinier, monsieur Sergent. Bonjour. Qui donc nous prépare à manger pour 29 personnes tous les jours, voire même plus quand il y a des passagers. Voilà, la cuisine principale est ici, avec les différents systèmes pour pouvoir cuire et cuisiner de différentes manières. Et en bas, il y a la cambuse et les chambres froides qui permettent de conserver la nourriture pendant 28 jours, puisque c'est le cycle du bateau ici pendant 28 jours. Donc avec les salades, tous les produits frais, c'est une fois tous les 28 jours. Donc il faut essayer de trouver la solution pour les conserver le plus longtemps possible, pour qu'il y ait toujours quelque chose de vert dans l'assiette à un moment. Mais la congélation a fait des gros progrès et il y a beaucoup de légumes maintenant qui sont très très bien comme ça. Donc voilà, et puis ils ont l'air d'être bien portants tous les officiers, donc j'espère qu'ils se nourrissent correctement tous les jours. Alors il y a 3 nationalités, il y a les Français, les Philippins et les Indiens, qui des fois sont hindous, des fois sont musulmans, donc il y a des différences culturelles et alimentaires, mais culturelles aussi, bien évidemment, avec des interdictions sur le cochon et le bœuf, voilà. Voire végétarien, et avec les passagers, le voyage dernier, on avait quelqu'un qui était allergique au gluten, quelqu'un qui était cardiaque, quelqu'un qui était diabétique, donc au sucre, donc ça rajoute des difficultés. Et même si on n'est que 30 personnes, je peux me retrouver avec 15 repas différents. La cuisine, c'est le centre du bateau, c'est le côté maternel aussi, ça compense l'affectif. Les gens qui sont loin de chez eux, Philippins pendant 6 mois, ou même le marin français pendant 2 mois, c'est quand même très long. Donc un moment, un peu de douceur dans l'assiette, ça fait du bien, et c'est le moment de détente de la journée, où tout le monde peut s'asseoir autour d'une table. Et si le repas est plutôt convivial,
le sourire est à poste et les discussions sont plus aisées. Je vais vous montrer le carré, donc l'espace où on peut se détendre un peu après le travail, là. Donc c'est pratique, juste en face de la salle à manger. Ici c'est le lieu où on se rejoint tous après notre journée de travail. Donc on peut boire un petit verre, bouquiner, on a la télé aussi. Donc en général on se rejoint tous vers 19h pour aller manger à 19h15. Donc c'est un petit lieu qui fait qu'on ne reste pas tout seul dans notre cabine tous les soirs. Ça évite un peu la solitude. Je vais vous montrer un peu les cabines passagers. On a 8 cabines, sachant que certaines sont doubles, donc on peut accueillir 13-14 passagers à peu près. Ici, c'est le petit salon pour les passagers. Donc, en fait, on reste quand même assez séparés parce que nous, c'est vrai qu'on est au travail alors qu'eux sont en vacances. Donc, ils vont pouvoir passer une partie de leur journée ici, boire un apéritif s'ils veulent, regarder un film. Voici une cabine passager. Donc, c'est quand même légèrement plus grand qu'une cabine équipage. Ah, c'est très grand. Ouais. C'est énorme. Donc après, il y a deux types de cabines. Il y a 2 lits doubles ou un lit simple. Il y a un garçon passager donc, qui est là exclusivement pour s'occuper d'eux, qui va nettoyer la cabine tous les jours, subvenir à leurs besoins, les servir à table. On est parti. Hop là. Là, on est à 34 degrés aujourd'hui et à Pointe-à-Pitre on était plus chaud, on était quasiment à 45 degrés. Voilà. Ouais. Très souvent quand on a de l'eau de mer, en fait ce qui fait la température de la machine c'est principalement la température de l'eau de mer. Là on est à 30 degrés à l'eau de mer aujourd'hui et donc le moteur en fonctionnement on peut monter à 45 degrés. Ouais. Voilà. Les plus hauts que l'on est en température eau de mer c'est quand on passe la mer Rouge et que l'on monte à 33 degrés au niveau de l'eau de mer, voilà, l'eau de réfrigération. En fait, notre eau de mer, c'est ce qui sert à réfrigérer toute notre installation. Là, on est au niveau du PC Machine. Donc le PC Machine, en fait, on est dans une machine qui est dite automatisée. Donc en fait, vous n'avez une présence humaine à la machine que de 8h à midi, 14h, 18h. On a en fait ici 2 ordinateurs, donc qui sont les mêmes que ceux que vous avez vus au Ship Office. Donc on appelle ça, c'est le système MEMAC. Ça analyse des paramètres de fonctionnement de différents appareils et donc en fonction des seuils d'alarme, voilà, il y a une alarme. Hop. Donc en fonction des paramètres des seuils d'alarme, vous avez donc l'alarme qui retentit et donc l'officier d'intervention qui va intervenir. Donc là, en heure ouvrable, ça peut être n'importe quel officier mécanicien. En dehors des heures ouvrables, donc pendant la nuit, c'est un officier d'intervention. Le MEMAC fait apparaître l'alarme sur ce petit boîtier. Et ce petit boîtier-là, il y en a un dans chaque cabine d'officier. Et donc voilà, ça fait l'alarme dans l'officier qui est d'intervention. Donc il descend, il intervient et il répare ce qu'il y a à faire et il retourne se coucher. Si c'est un plus gros souci, il appelle à la rescousse pour qu'il y ait du monde qui vienne l'aider. Ici, on est sur donc, un moteur de propulsion. On est sur un moteur MAN, 8 cylindres en ligne, 33 000 chevaux. Sur l'alésage, on est sur du 70 cm d'alésage. Course, on est sur du 2,70 m de course. Il y a 2 pistons de réserve à l'avant du moteur. Vous verrez à quoi ça ressemble, il y a une bonne longueur de piston. Voilà. Au niveau moteur, donc, on est sur du moteur lent. Donc en fait on est en prise directe sur la ligne d'arbre. On tourne à la vitesse de ligne d'arbre. Donc en route libre on est à 80 tours par minute. Ça change d'un moteur de voiture qui est à 3000 tours par minute, voire plus. Là on est vraiment en prise directe, il n'y a pas de réducteur, il n'y a pas d'embrayage. On est dans une configuration où il y a le meilleur rendement possible. Voilà. Donc l'inconvénient de ce système-là, c'est que ça fait des moteurs qui sont lents à répondre. Voilà. Quand vous êtes en avant toute, pleine mer, en haute mer, donc 80 tours par minute, 19 nœuds, si vous avez besoin de faire une manœuvre d'urgence à la passerelle, ils font un crash top. Entre le moment où vous mettez de avant toute à arrière toute, il va se passer un temps non négligeable. Il peut se passer plus de 5 minutes avant que le bateau freine. Voilà. Donc c'est un système de lancement à air. Donc on envoie de l'air dans le cylindre pour pouvoir faire démarrer le moteur. Donc dans un sens, le sens avant, et quand on fait le crash stop, on stoppe l'injection de combustible, la ligne d'arbre continue sur l'inertie
du navire. Et donc du coup, quand on est sous 20 tours par minute, il y a une séquence qui se fait pour lancer le moteur en arrière et allumer en arrière. Donc ça c'est pour la partie propulsion. La partie production électrique. Donc à bord on a de l'éclairage, heureusement. Donc on est sur la production en moteur semi-rapide. On a 4 groupes électrogènes qui produisent chacun 2500 kW. Voilà. Donc on a besoin là actuellement, on n'est que sur un seul groupe électrogène parce qu'on n'a pas une grosse charge électrique. Ce qui nous fait une grosse charge électrique, c'est principalement pendant les manœuvres. On a besoin de propulseurs, on a 2 propulseurs, un propulseur à l'avant, un propulseur à l'arrière, qui permettent de manœuvrer le bateau en latéral, de faire des translations droite-gauche, donc de se passer de remorqueur la plupart du temps. Et sinon, ce qui nous fait aussi une grosse consommation électrique, c'est à la mer, lorsqu'on quitte les Antilles, on a une grosse charge reefer et donc du coup, il nous faut de la production électrique. Donc on est très souvent au départ des Antilles, on est à 3 groupes électrogènes en fonctionnement. Une personne la journée et 2 personnes la nuit pour éviter les coups de pompe, les assouplissements. Ça, ce sont les cartes de navigation, les cartes traçantes. Donc nous, on est ici avec le bateau qui est là. Le lieutenant qui a retracé la route qu'on va devoir prendre. Et puis le bateau qui se déplace sur la route. Et là, on a les radars, les 2 radars, qui permettent de voir une vingtaine de milles devant, 40 km à peu près. Il y a un cercle autour de moi de 1 mille. Donc ça fait 2 km où je ne veux pas un bateau. Ça, c'est moi qui l'ai décidé. On a des courbes aussi, c'est-à-dire que le bateau peut faire demi-tour sur 1 mille. Donc je ne veux personne dans ce cercle-là. Comment vous voyez devant? L'avant est ici, le château est là. Je suis obligé entre la dernière obstruction et la première chose que je vois sur l'eau, il n'a pas le droit d'être à moins de 500 mètres. D'accord. Donc après, c'est une question de visibilité. Le second capitaine enfonce plus ou moins son navire, il incline plus ou moins son navire, mais entre cet endroit-là, donc le conteneur qui va me déranger, et puis le premier point sur l'eau, il y a 500 mètres. Ça, c'est la réglementation internationale. J'ai pas le droit de faire plus, j'ai pas le droit de faire moins. C'est-à-dire que j'ai quand même une zone aveugle entre la passerelle et les conteneurs et les 500 mètres. Donc il y a 700 mètres à peu près où je ne sais pas ce qu'il y a. Moi, mon bateau, il s'arrête aux piles de conteneurs, la cheminée de conteneurs qu'il y a sur les 3 conteneurs superposés les uns sur les autres. Après, en bleu, c'est un autre bateau qui est garé par contre dans l'autre sens. Et qui est un petit peu plus gros, j'ai l'impression, parce qu'on n'arrive pas à le voir sur l'X5. Ah, nous, il est complètement vide, puisqu'on arrive de métropole. Le bateau chargé de marchandises. On arrive en Guadeloupe, on vide la moitié en Guadeloupe. On arrive à Fort-de-France, on vide l'autre moitié. Donc on a eu le temps juste de recharger un petit peu de conteneurs là hier ici à Fort-de-France et Pointe-à-Pitre. Mais sinon il va être complètement vide, cet après-midi il va être vidé.